J'ai récemment terminé la construction d'un sixplex pour la somme de 1 340 000 plus taxes, financé avec la SCHL. La question que je me fais poser le plus depuis que j'ai terminé le projet, c'est combien ça prend? Combien est-ce que ça prend de mise de fonds? Combien est-ce que ça prend d'argent pour faire un projet comme ça, comme un sixplex ou un immeuble multilogement? Et la réalité, c'est que c'est vraiment compliqué comme question et la réponse est pas si simple. C'est pas comme acheter une maison où je peux vous dire « Hey, t'as besoin de 20% de mise de fonds, puis tigidou mon homme, t'es parti. » là. C'est pas mal plus compliqué que ça en construction neuve, mais aujourd'hui, je vais tenter au meilleur de mes connaissances de répondre à la question et pour ce faire, on va regarder tous les flux de trésorerie, terme fancy pour dire les entrées et les sorties d'argent de mon projet, de l'achat du terrain jusqu'au dernier déboursé de la banque. Et avec ça, ça va vous permettre de vraiment mieux comprendre le montant d'argent qu'on a besoin au fur et à mesure d'un projet de construction, en espérant que ça vous aide dans votre futur projet. Alright, avant de commencer à regarder les entrées et les sorties d'argent pour le projet, il faut comprendre comment ça fonctionne un prêt construction. Pour cette vidéo-ci, on va se concentrer sur un financement SCHL avec le programme APH Select. C'est ça que j'ai fait, c'est ça que 90-95% des constructeurs de Plex font en ce moment. Pourquoi? Parce que ce programme-là donne des meilleures conditions de financement puis ça nous permet d'aller emprunter plus sur le bâtiment, ce qui fait qu'on a besoin de mettre moins d'argent de notre poche. Donc évidemment, il y a d'autres façons de financer un projet. Par exemple, on peut faire un prêt conventionnel, même pas assuré par la SCHL, mais dans un cas comme ça, ça va prendre beaucoup plus d'argent, il va falloir une beaucoup plus grosse mise de fonds, ou encore on peut y aller avec un prêteur privé, mais dans ce cas-là, peut-être ça va prendre moins de mise de fonds, mais ça va vous coûter muchos dinero. Ah oui, hein? Un beau petit prêt privé à 15%, let's go! Mais des fois, t'as pas le choix, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, pour cette vidéo-là, on va se concentrer sur le programme APH Select de la SCHL. Bon, en résumé, le programme APH Select de la SCHL, ça va nous donner des meilleures conditions de financement, a.k.a. plus d'argent, mais en revanche, il va falloir respecter certaines conditions au niveau de l'efficacité énergétique du bâtiment et ou offrir un certain nombre de logements à un prix abordable. Il y a tout un système de points et de critères. Vous pouvez aller lire ça vous-même sur cette page-là. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans tous les détails là, parce que c'est vraiment quand même compliqué et je ne veux pas faire une vidéo de 45 minutes. Mais si vous voulez en apprendre plus, je donne des petits ateliers Construis ton Plex, des ateliers intenses de 4 heures où je vous explique toute la démarche pour construire un sixplex, de l'achat du terrain au financement, tout le kit. Le lien est en dessous du vidéo. Fin de la petite plug. Maintenant, on ne rentrera pas en détail sur le programme, mais je veux quand même attirer votre attention sur un point super important, c'est celui-ci. La valeur nette de l'emprunteur. Ce que ça dit ici, c'est qu'il faut avoir une valeur nette d'au moins 25% du prêt demandé. Fait que si on demande un prêt de 2 millions, il faut avoir une valeur nette de au moins 500 000 $, puis ça ne peut pas être inférieur à 100 000 $, OK? Ça, la valeur nette, c'est basé sur les actifs des propriétaires de l'entreprise qui demandent le prêt ou si vous le faites en votre nom personnel, ben c'est votre valeur à vous ou celle des co-emprunteurs. En fait, là, c'est pas compliqué, c'est juste que la banque ou la SCHL ne veulent pas passer d'argent à quelqu'un qui, s'il y a un dépassement de coût ou peu importe, ne sera pas capable d'assumer les frais supplémentaires. Donc, c'est plate, mais pour commencer en construction neuve, ça prend les reins solides, comme on dit, comme l'expression dit, là. Parce que, tu sais, quand tu demandes un prêt de 2 millions, ben malheureusement, ça prend un certain avoir net. Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est correct? Écoute, je sais qu'il y a plein de jeunes là, entre 20 et 25 ans qui regardent mes vidéos, qui aimeraient faire un projet de même. Ben, mon conseil pour vous, c'est soit allez vous trouver un partner plus âgé qui a plus d'argent ou commencer avec un projet un peu plus facile, honnêtement, comme un flip d'une maison ou peu importe. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Alright. OK, on revient à combien ça prend. Donc, la première étape, ça va être de figurer combien est-ce qu'on est capable d'emprunter avec le programme APH Select. Bon, là, c'est là que ça commence à se corser parce que pour
évaluer ça, c'est basé sur la valeur économique du futur bâtiment, du bâtiment à construire. Et pour vous calculer ça, ça va prendre un certain plan préliminaire qui va dire le nombre de logements du bâtiment, le nombre de pieds carrés approximatifs de chaque logement, etc. Et ensuite de ça, c'est vraiment juste un courtier hypothécaire qui va être capable de vous calculer ça parce qu'il y a 1001 ratios à calculer. Là. Personnellement, j'ai aucune idée comment est-ce qu'on calcule ça. Mais pour vous donner une idée à titre informatif, si on revient à mon sixplex, il a été évalué à 1 745 000 et là-dessus, j'ai été capable d'obtenir un financement pour la construction de 1 360 000 $. Donc, 78% de la valeur de l'évaluation agréée. Et ça, important à dire, c'est la valeur de l'évaluation agréée, c'est pas nos coûts de construction, parce que nous, évidemment, le but avec un projet comme ça, c'est de construire en dessous de la valeur de l'évaluation, sinon, on aurait juste à l'acheter sur le marché, là. Donc, c'est là que ça commence à se compliquer un petit peu notre histoire, là. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un courtier hypothécaire assez tôt dans le processus pour vous évaluer avec toutes ces démarches-là. Personnellement, je recommande Félix Bilodeau de chez Planiprêt. Ça fait 2 financements que je fais avec eux et ça a super bien été. Il peut vous aider dans du prêt commercial comme du prêt résidentiel. Et Félix, c'est un gars de solution, c'est un gars qui comprend la game, fait que je vous le recommande. Si vous avez besoin, le lien est en dessous du vidéo. Dernière chose pour savoir exactement combien d'argent ça nous prend pour faire le projet, il faut connaître nos coûts de construction. Ça, encore une fois, c'est pas clair, net et précis, là, mais je vais vous démontrer c'est quoi l'impact des coûts de construction sur le projet en vous montrant les flux de trésorerie de mon projet. OK, dernière chose super importante avant de passer à mon exemple avec mon projet. Bon, je veux pas dire que c'est impossible parce que, rien n'est impossible, là. Mais c'est très difficile, impossible de financer un terrain de façon conventionnelle. Premièrement, pour la SCHL, oubliez ça, tu peux même pas déposer ta demande à la SCHL sans permis de construction. Ça veut dire qu'il faut que tu achètes ton terrain, puis il faut que tu payes toutes tes dépenses jusqu'à l'obtention du permis. Puis ensuite de ça, une fois que tu as le permis en main, là, tu peux déposer ta demande à la SCHL. Donc, pour le terrain, peut-être que si tu t'appelles Luc Poirier et tu as des millions et des millions de dollars, la banque va te prêter d'argent. Mais pour du monde normal comme vous et moi, là, qui n'ont pas 10 millions en arrière d'eux, il faut être capable d'acheter le terrain. Donc, il faut être propriétaire du terrain, il faut avoir le permis pour pouvoir déposer à la SCHL, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir payé la valeur totale du terrain, là. Par exemple, moi, pour mon prochain 8plex, j'ai fait une balance de prix de vente avec le propriétaire, puis ça m'aide vraiment dans mon financement pour le projet. Ça, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur la balance de prix de vente, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est quelque chose que j'utilise fréquemment là, pour m'aider dans le cash flow. Alright, donc ceci étant dit, allons voir comment ça s'est passé sur mon projet. Alright, ce que vous regardez présentement, c'est les transactions qu'il y a eu pour le projet de l'achat du terrain le 1er décembre jusqu'au dernier déboursé à la toute fin. Bon, j'espère que c'est assez gros. On va regarder ça, puis vous allez voir comment ça affecte l'argent qu'on a mis dans le projet. Ici, on a la balance personnelle. Donc ça, c'est tout l'argent que mon associé et moi, on a mis de notre poche dans le projet. Et à côté de ça, on a la balance du prêt. Donc ça, c'est ce que le prêt a injecté dans le projet. Puis à gauche, les colonnes, c'est toutes les transactions. Donc, on va passer à travers ça tranquillement. Pour commencer, si on focus juste sur la première transaction, juste ici, donc le 1er décembre, on a fait un dépôt personnel qui venait de notre poche, donc il apparaît ici dans la colonne personnelle. On a fait un dépôt de 260 000 $ et plus les frais de notaire pour payer le terrain. Donc, c'est rentré dans le compte de banque et la même journée, ou à peu près, là, j'ai fait des approximations. Je n'ai pas mis tous les détails parce qu'évidemment, il y a au-dessus, je pense, de 200 transactions. J'ai essayé de simplifier ça pour vous autres, là. Mais ça donne l'idée. L'idée est là. Donc, après ça, le 1er décembre, l'argent est tout de suite sorti du compte. Puis nous autres, on avait injecté 260 000. Fait que maintenant, disons qu'on continue.
Ensuite de ça, on a eu des transactions pour nos soft costs. Les soft costs sur le projet, ça incluait la taxe de bienvenue pour le terrain, les plans d'architecture, le plan d'implantation, etc. On en a pour 22 300 $ pour le projet. Donc, entre le 1er janvier et le 1er mai 2024, on a déposé un 22 300 $ additionnel dans le projet, ce qui nous amène à 283 000 de notre poche là, dans le projet. Bon, ensuite de ça, ça a continué parce qu'on n'avait toujours pas le permis à ce moment-là. Puis, il fallait faire un dépôt pour les fenêtres, là. Donc, les fenêtres, généralement, on n'avait pas de crédit avec cette entreprise-là, donc on a dû faire un dépôt, 14 300 $. On est à quasiment 300 000 sortis de notre poche. Maintenant, on continue avec le 1er août, on a obtenu notre permis de construction, donc étape très importante, et on a tout de suite commencé à construire. Donc, on a commencé avec l'excavation, la fondation, tout ça. Puis ce qu'il faut dire, c'est que dans des projets de construction neuve, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on engage des entrepreneurs, puis moi, je négocie avec tous mes sous-traitants que je paye en 30-45 jours. Tu sais, je leur explique que mon projet est financé et que j'ai besoin du déboursé pour les payer. Ça, c'est vraiment très courant dans la construction neuve pour des projets de même. Tout le monde le fait. S'ils veulent se protéger au cas que moi je ferais faillite ou peu importe, ils peuvent dénoncer le projet. En tout cas, je ne rendrai pas dans les détails, mais c'est comme ça que ça marche, la construction neuve. Donc, ils commencent les travaux, mais moi, je ne reçois pas encore la facture, puis j'ai 30 jours pour la payer. Par contre, il y avait certaines choses que j'ai dû payer tout de suite, c'est les fenêtres qui sont arrivées le 27 août. Donc ça, c'était une facture COD. Il fallait que je paye les fenêtres avant qu'ils les livrent, puis j'en avais besoin. Donc, j'ai dû injecter un autre 44 000 dans le projet et aussi, il y avait mon plombier qui me demandait un dépôt, donc un autre 6 000. Ça m'amène le 27 août à peu près 350 000 $ dans le projet, là. Donc, on s'entend que ça fait de l'argent en maudit. Et là, autre date très importante, le 28 août, on reçoit le premier rapport d'avancement. Dans un financement construction, à chaque fois que tu veux recevoir de l'argent, ça prend un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement-là, il va être fait soit par un architecte, soit par un consultant en coût. Ça dépend de la banque avec qui vous faites affaire. Dans mon cas, c'était mon architecte qui s'occupait de faire ça. Puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue faire une visite sur le chantier, puis elle a fait un rapport de la progression des travaux. Quand elle est venue faire sa visite le 28 août, j'avais tout fermé ma bâtisse, donc l'excavation était terminée, les fondations étaient terminées et la structure aussi. Et ça m'a donné un rapport d'avancement de 51,7 %. Donc, rendu là, j'ai le droit à 51,7 % de mon montant de financement, qui est de 1 360 000 $. Mais à ça, on déduit une retenue. La banque garde toujours une retenue de 10 % à chaque déboursé. Et cette retenue-là, cette balance-là va être payée seulement à la toute fin des travaux. Donc, dans mon cas, ce premier déboursé-là de 51,7 %, ça m'a donné 554 000 $ après la retenue et tout ça. Puis ça, c'est rentré dans mon compte de banque. On peut voir maintenant que l'argent, que la balance du prêt investi est rendue à 554 000 et c'est rentré dans le compte de banque, puis c'est sorti tout de suite parce que j'avais beaucoup de factures à payer, comme il fallait que je paye mon excavateur, mon gars de fondation, mes murs préfabriqués, un paquet d'affaires. Donc, tout de suite, j'ai eu 384 000 de paiements à mes fournisseurs que j'ai dû faire. Là, ensuite, on continue. 26 septembre, j'avais un autre rapport d'avancement qui m'a donné 64 %. Donc, ça m'a libéré un 84 000 de plus. Donc, suite au deuxième déboursé, on a continué à faire des paiements à des fournisseurs et le 12 octobre, on a aussi décidé de se rembourser une partie de l'argent qu'on avait injecté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent-là, elle provient de plein de places, là. Des fois, c'est sur nos marges. Donc, on voulait rembourser nos marges parce qu'il y avait 213 000 dans le compte, puis on voyait qu'on était correct pour les prochaines factures. Fait on a pris un petit retour de 125 000. Ça fait descendre la balance de l'argent qu'on avait investi dans le projet de 368 000 à 243 000. T'sais, donc, vous comprenez, mais on a eu jusqu'à 368 000 investis dans le projet à un moment donné, de notre poche. C'est de l'argent en tabarouette, là.
Encore une fois, cet argent-là, elle vient de plusieurs endroits. Principalement, il y avait l'achat du terrain qui était le plus gros morceau, mais ensuite de ça, on a dû l'injecter encore pour aider le début de la construction puis payer les premières factures. Donc, on a décidé de se faire un remboursement de 125 000 et suite à ça, on a aussi reçu notre premier retour de taxes. Donc ça, sans entrer dans les détails parce que je veux pas que ça soit trop long, là, mais on fait des demandes pour les taxes qu'on paye puis on les reçoit un peu plus tard, donc ça l'aide un peu avec le cash flow. Ici, on a reçu un premier retour de taxes de 36 000. Bon, on continue le projet avance, on continue à faire des paiements à des fournisseurs et on arrive le 7 novembre, puis on se rend compte que finalement, le 125 000 qu'on s'avait repris, ben, c'était peut-être un petit peu généreux. En fait, ce qui arrive, c'est que rendu là, j'aurais pu demander plus de rapports d'avancement, mais à chaque fois que tu fais faire un rapport, ça coûte des frais. L'architecte ne fait pas ça gratuit. Donc, nous, rendu là, au 7 novembre, on s'est dit on ne fera pas d'autres rapports d'avancement. On va être capable de se rendre jusqu'à la fin du projet et on va juste payer pour un rapport final à la fin. Donc, on a dû réinjecter le 120 000 qu'on avait pris, puis on s'est rendu au 1er décembre au rapport d'avancement final. Bon, donc le rapport d'avancement final, ça stipule que le bâtiment a été bien construit selon les normes, selon les plans et c'est vraiment important, on doit envoyer ça à la banque pour obtenir notre dernier déboursé. Quand on a fait faire notre rapport d'avancement final, il restait encore deux choses à faire. Il fallait qu'on installe nos tapis dans les escaliers et il fallait faire les travaux de gouttière. Donc ça n'avait pas été encore fait et c'est pourquoi la banque a décidé de prendre un autre retenu de 10 % en plus jusqu'à temps qu'on aille finaliser ces travaux-là. Mais quand même, avec le rapport d'avancement final, on a eu un autre déboursé de la banque de 462 000 $. Bon, évidemment, on a utilisé cet argent-là tout de suite pour payer tous nos fournisseurs. C'est rentré juste avant Noël. Là. Je l'attendais vraiment, ce déboursé-là, parce que je voulais payer mon monde juste avant Noël. Ça a fonctionné, j'étais bien content. Et on s'est remboursé encore une fois un 120 000 qu'on avait injecté dans le projet à ce moment-là. Bon, ensuite de ça, arrive janvier, on a reçu encore des retours de taxes, on avait 107 000 dans le compte et on a finalisé les petits travaux qui restaient, donc la gouttière, les tapis, puis on a eu le droit à un autre déboursé, un déboursé de 122 000, ce qui nous amène à 230 000 dans le compte de banque. Encore une fois, petit paiement de fournisseur et finalement, on a eu notre retenue récemment, le 25 janvier. Information super importante, pour obtenir le déboursé de la retenue, il faut avoir terminé le projet, il faut aussi envoyer un certificat de localisation et il faut que toutes les unités du logement soient louées ou dans mon cas, en tout cas pour un siplex, c'était ça qu'il me fallait. Puis ça, c'est vraiment important parce que ce dernier déboursé-là, le déboursé de la retenue, c'est aussi ça qui marque notre gel de taux. Donc, c'est là, on va passer de notre taux construction qui était autour de 7 % à notre taux qui va maintenant être de 4,13 % dans mon cas, basé sur le taux du marché là, au moment où on fixe notre taux. Donc, c'est vraiment important de faire cette transition-là rapidement pour, recevoir notre dernier déboursé, mais aussi pour commencer à avoir un vrai taux le plus avantageux. Et c'est juste à ce moment-là qu'on va commencer à faire des paiements hypothécaires sur notre prêt. Et finalement, on a eu notre retenue récemment, le 25 janvier, de 136 000, ce qui nous amène à 354 000 dans le compte de banque. Bon, là, on a été très contents. On a pu, encore une fois, se rembourser une partie de l'argent qu'on a mis dans le projet. Et au final, présentement, il nous reste seulement 83 000 $ dans le projet et 194 000 dans le compte de banque. Mais ça, il faut dire qu'on n'a pas encore payé notre auto-cotisation. Ça s'en vient. J'estime ça à 128 000 et on a encore quelques travaux à faire à l'extérieur, des travaux de paysagement et d'asphalte. Donc, c'est pourquoi on va se garder quand même une réserve pour ce projet-là. Mais
c'est super, on a été capable de se rembourser une bonne partie de nos dépenses et au final, il va nous rester seulement 83 000 dans le projet si tout se passe bien et qu'on n'a pas d'autres frais à payer. Donc, c'est encore mieux que ce que j'avais prédit dans le dernier vidéo que j'avais fait où j'analysais les finances du projet. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment simplifié ce tableau-là. Il y a eu beaucoup plus de transactions, mais ça, c'est les grandes lignes. Et comme on peut voir, ben, on a commencé avec l'achat du terrain de 260 000 et ensuite de ça, ben, on a dû injecter un autre 100 000 dans le projet pour par la suite commencer à récupérer une partie de notre argent. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre les fluctuations de trésorerie là, dans un projet de construction neuve. T'sais, pour répondre à la question combien ça prend, vous avez vu, il y a des moments que c'était 260 000 puis c'est monté jusqu'à 360 000 que j'ai dû injecter. À la fin, ben, finalement, il me reste juste 90 000 dans le projet. Donc, il y a beaucoup de fluctuations. Si on veut faire une règle de pouce, je pense qu'on peut dire que si on est capable de payer le terrain, payer les frais de développement et ensuite avoir un certain fonds de roulement d'à peu près 100 000, on devrait être capable de venir à bout du projet tant et aussi longtemps qu'on est capable d'avoir des bonnes ententes de paiement avec nos sous-traitants. Donc, c'est un sujet qui est assez compliqué, c'est pas simple comme un financement de maison comme vous avez pu voir, mais j'espère que ça vous aide et que ça vous fait mieux comprendre le financement. Alors voilà tout, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'ai plusieurs beaux projets qui s'en viennent en 2025, je suis vraiment excité. Donc assurez-vous d'avoir subscribe à la chaîne évidemment et on se voit dans le prochain vidéo. Ciao!